Allez, on attaque la dernière ligne droite de cette deuxième journée du DevFest avec la séance des quickies. On va voir deux quickies. Le premier va concerner plutôt la programmation réactive. Bon, je pense que vu le monde qu'il y a dans la salle, vous êtes un petit peu sensibilisés à la réactivité. D'un point de vue front, il y a toujours d'ailleurs RxJS qui est une des références dans le domaine. Dans la version 16, Angular a introduit une notion de signal qui peut permettre de gérer en fait cette programmation réactive. Alors la question c'est, est-ce que ça fait la même chose que RxJS et est-ce que l'un remplace l'autre ou pas? Benjamin va nous éclairer sur les Angular Signals. C'est à toi. Merci de l'applaudir. Je vais effectivement vous parler des signals en Angular. Le titre de ce talk est une référence. Ça va arriver. Peut-être. Voilà. Le titre est donc une référence à un vieux mème des internets. Je vous épargne la musique qui va avec. Je m'appelle Benjamin Legrand. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur le nom Benji Leniard. Je travaille chez OnePoint, je suis tech lead. Je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le développement web front. J'aime beaucoup Angular. On a appris à s'apprécier avec le temps, enfin moi surtout. Et puis dans la vie, j'aime bien faire de la musique et j'ai une passion récente pour les claviers. C'est un autre sujet. Je vais donc vous parler d'Angular et des signals qui arrivent en V16 et qu'est-ce que ça veut dire surtout pour le futur du framework. Avant ça, je vais vous parler deux petites secondes de réactivité. Qu'est-ce que c'est? La définition de base, ça va être le fait de réagir. On va réagir à un changement de données, à des événements. Une définition un peu plus poussée, la programmation réactive, c'est le fait de déclarer, c'est un paradigme de programmation déclaratif qui est construit sur des émetteurs d'événements centrés sur la donnée. Visuellement, typiquement Excel est réactif. Vous rentrez un chiffre dans une cellule, vous avez une fonction derrière, et ça va réagir automatiquement au changement des cellules A1, B1, sans que vous ayez à aller remplir votre somme à la main. Comment on fait de la réactivité dans nos frameworks JavaScript aujourd'hui? Déjà, ce n'est pas dans le langage. Il y a des langages de programmation qui ont des fonctionnalités pour faire de la réactivité. Angular, si vous ne lui mettez pas juste de base, React fait pareil, c'est basé sur la valeur. On va vérifier qu'une valeur a changé. Donc on fait du dirty checking pour réagir. Angular, depuis la version 2, est beaucoup basé sur RxJS, une librairie qui fournit des observables. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on peut faire de la réactivité avec les signals. Et là, il y a plusieurs frameworks qui utilisent ce concept. Comment on faisait avant? Si on ne fait pas de réactivité, on fait à l'ancienne. En fait, on va recevoir une donnée ou un changement de données, et puis on va aller mettre à jour partout dans notre page, partout dans le DOM, les endroits où cette donnée elle est affichée, où elle est utilisée. C'est ce qu'on a fait longtemps, moi ce que j'ai fait personnellement en tout cas, longtemps avec jQuery et avant de découvrir le monde merveilleux des frameworks front. Deux petits problèmes quand on fait ça en mode impératif, très vite on se demande où est la source de vérité sur notre valeur et comment on gère le fait que ça soit asynchrone par exemple. On est arrivé très rapidement dans le langage à avoir le principe de promesse. Donc on va encapsuler une valeur et puis un jour elle va venir ou pas. Bon, généralement c'est pas une journée, vous n'allez pas attendre. Le problème de ça, c'est que ça ne s'exécute qu'une seule fois. C'est contaminant.
Donc si vous commencez à utiliser des promesses ou de l'async await, eh ben, toutes les méthodes qui vont appeler des méthodes asynchrones, il faut qu'elles soient asynchrones également. Angular, actuellement, il fait de la réactivité avec deux mécanismes. Le premier, c'est les observables, donc qui viennent de la librairie RxJS. On va encapsuler une valeur et ses changements multiples au fil du temps. Donc ça peut changer plusieurs fois, c'est des streams d'événements, des streams de valeurs. J'adore RxJS, c'est super puissant. Par contre, les gens qui arrivent dans Angular, bon, l'API est un petit peu grosse. Donc ça, c'est tous les opérateurs pour créer des observables. Si vous voulez transformer les valeurs et les observables qui sont manipulés, bah, c'est pareil, il y a un paquet de fonctions. Vous n'êtes pas obligé de toutes les connaître, mais l'API est, comment dire, foisonnante et riche. C'est souvent ce qui fait mal aux nouveaux développeurs et développeuses qui apprennent Angular. Bah, c'est RxJS, c'est une autre manière de penser. Il y a aussi le cycle de vie d'un observable à connaître, quand est-ce qu'il complète, etc. Et des risques. Il faut gérer le désabonnement. On s'abonne à un changement de données. Puis si vous ne vous désabonnez pas, vous faites des fuites mémoire. La deuxième mécanique qu'Angular utilise pour faire de la réactivité aujourd'hui, c'est Zone.js. Zone.js, c'est quoi? C'est un mécanisme qui va monkey patcher votre code, donc il va se mettre devant toutes vos fonctions asynchrones, tout ce qui déclenche des microtasks pour pouvoir réagir et dire « Ah bah ok, il y a quelque chose qui s'est passé dans un truc asynchrone, je vais pouvoir déclencher une détection de changement. » Et la détection de changement Angular, elle est basée donc sur l'arbre de composants. Elle va de haut en bas, on parcourt tout l'arbre depuis la racine jusqu'aux petits-enfants pour vérifier est-ce qu'on a besoin de rafraîchir ou pas ce composant. Une des problématiques que vont essayer de résoudre les signals, c'est que ce n'est pas granulaire cette détection. Et quand on va rafraîchir un composant, on va rafraîchir tout le composant, pas juste des emplacements dans le DOM. La réactivité, de base, ça marche avec un producteur de données et un consommateur. Là, j'ai mis des flèches dans les deux sens parce qu'en fait, on va soit le consommateur va appeler le producteur pour récupérer une valeur, soit c'est le producteur qui va pousser une valeur auprès du consommateur. Et donc, du coup, dans les deux sens, selon ce que vous utilisez. Typiquement, j'appelle une fonction, je vais tirer, donc c'est pull versus push, je vais tirer la donnée, la récupérer. Et avec les promesses ou les observables, là, c'est l'observable et la promesse qui vont, via un mécanisme de callback, me ramener ma donnée. Où sont les signaux là-dedans? Ils sont au milieu. C'est à la fois un mécanisme où on va tirer, on va appeler un signal pour récupérer une valeur, mais c'est aussi un mécanisme où le producteur de données va pouvoir nous pousser l'information. Aujourd'hui, le concept n'est pas nouveau, il est dans plein de frameworks et de librairies. J'en ai mis, c'est pas exhaustif, il y a un Pokémon là-dedans. Donc le concept existe déjà dans d'autres frameworks. Et il arrive dans Angular, et c'est ça qui nous intéresse. Comment c'est arrivé? En avril 2023, ça tombe bien, c'était à peu près le moment où le CFP du DevFest était ouvert. Ils ont fait une RFC, une Request for Comment, donc ouvert à la discussion sur le GitHub d'Angular Core. Et elle était tellement grosse qu'ils l'ont découpée en 4. Moi, je vais vous présenter ces RFC et principalement l'API. Qu'est-ce que ça veut dire pour les composants qui vont supporter les signaux? Et c'est déjà pas mal. Comment ça s'utilise un signal? Ici, on est en TypeScript. Ne vous méprenez pas, c'est une fonction. On est en JavaScript en dessous, donc nos fonctions sont des objets et nos objets sont des fonctions, ou à peu près, quoi. C'est une fonction qu'on va appeler pour récupérer une valeur. Ici, on a le type générique T. J'appelle ma fonction, je récupère une valeur. Et en dessous, j'ai un petit symbole signal qui va permettre à Angular de savoir qu'on manipule, que c'est un signal, en fait, cette méthode. Comment ça s'utilise? Je vais créer un signal à travers une factory, une méthode qui va me créer une autre méthode. Donc signal en minuscule, c'est ma méthode là que j'initialise. Je vais créer le signal counter qui va prendre un nombre en interne.
Et quand je veux récupérer la valeur qui est dedans, j'appelle ma fonction counter. Vous notez que c'est du synchrone. Pas de promesse, pas de callback à passer, je récupère ma donnée. Hop. Un signal, c'est un getter. Merci, au revoir. Non, je déconne. C'était un signal en lecture seule que je vous ai présenté. Évidemment, on va vouloir changer la donnée qui est à l'intérieur. Pour ça, on va toujours pouvoir récupérer la valeur. On va pouvoir la setter. On va pouvoir la mettre à jour. Et si on veut la transformer en signal en lecture seule, on a aussi un petit utilitaire en dessous. Quand je veux modifier du coup la valeur qui est contenue dans mon signal counter, ici, je peux soit faire un set et lui assigner directement une valeur, toi maintenant ta valeur c'est 5, ou prendre, grâce à la méthode update, on passe une fonction qui va prendre la valeur précédente, et ici on va l'incrémenter. Donc typiquement c'est ce qu'on ferait dans une méthode incrémente. Il y a deux autres méthodes à connaître avec les signals. Computed, donc là on va vouloir faire dériver un signal d'un autre. Donc j'ai créé mon compteur et je vais créer un signal isEven qui, si compteur, donc modulo 2 égale 0, c'est pour détecter si c'est pair ou impair. Et je vais émettre du coup un booléen, vrai ou faux, selon la valeur de mon signal d'origine. Et computed est un deuxième signal, donc on peut aussi dériver d'un signal dérivé une autre valeur. Ici on dit rouge ou bleu, selon que mon chiffre soit pair ou impair. La troisième méthode à connaître, c'est effect. Là, on va pouvoir réagir à des changements de données, des changements de valeur, sans forcément l'utiliser on fait des effets de bord. Donc, bref, là ici c'est du log, mais typiquement vous voulez déclencher des requêtes réseau ou faire d'autres choses, ce sera dans un effect. Et donc à chaque fois, si l'un de ces deux signaux change, eh bien mon signal que j'ai créé avec effect va réémettre. Si on creuse un peu, ça c'est le code qui vient d'Angular. Angular Core, on a un module primitive / signal qui, donc là c'est la méthode factory qui va me créer mon signal. Je vais l'appeler avec une initial value. Ce qui est à noter, c'est que on va créer un nœud. Le signal en interne va créer un objet nœud, lui assigner une valeur, et puis on va créer une fonction. Donc on est dans JavaScript, on a gardé le contexte de ma fonction de base, ce qui fait que je peux accéder à node qui est dans ma fonction appelante, puis renvoyer à la fin mon signal à l'utilisateur. À noter que quand on va appeler un signal, cette méthode, la producer_accessed, elle vient d'un module qui s'appelle graph. Donc au début, j'avais encore un slide avec du code derrière, et puis finalement, bon, un petit schéma avec des boîtes et des flèches, ça parle mieux. C'est mon côté architecte, ça. Et donc là, j'ai repris les exemples. Typiquement, vous avez un signal first name. Ce que va faire en interne l'implémentation des signaux, c'est créer un graphe. Un graphe de nœuds où chaque fois que votre méthode est appelée, ça crée un nœud. Et chaque fois qu'elle est consommée, quand quelqu'un va consommer le signal, ça va aussi créer un nœud qui va permettre à Angular de savoir, et à toute l'implémentation des signaux, de savoir qui appelle quoi, à qui je dois pousser ma donnée, à qui je dois aller dire « Hep, toi, il faut que tu te rafraîchisses ». Donc sur mon objet node, j'ai aussi un champ dirty qui permet de dire et qui va permettre aux composants Angular de détecter s'il faut rafraîchir la donnée ou pas. Je ne vais pas plus loin sur le détail de l'implémentation. Je vous recommande d'aller lire le code source d'Angular là-dessus. C'est vraiment très instructif. Les avantages de ça, c'est que c'est juste une fonction. Parfois, la meilleure solution, c'est une fonction, pas une classe, pas un décorateur, juste une fonction. Ça reste simple. Je l'appelle, j'ai une donnée, et c'est super. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur d'Angular? Comment ça va s'intégrer exactement? Parce que là, c'est juste la primitive de base. Ça va s'intégrer avec un petit flag que vous allez mettre sur vos composants pour dire ce composant, il est signal-based. Ça veut dire qu'il va pouvoir gérer des signaux.
Donc là, j'ai un exemple d'un composant qui va convertir la température en degrés Celsius, la convertir en Fahrenheit. J'ai mis mon petit flag signal, je crée un signal pour les degrés Celsius, je crée un signal dérivé avec computed pour convertir en degrés Fahrenheit, et je les appelle dans mes composants. Très bien, et là, si vous avez fait un peu d'Angular depuis un certain temps, vous dites, ouais, mais non, faut pas appeler les fonctions dans les templates, c'est pas bien, pas performant. Vous allez redéclencher des changements. Bref, oui, mais en fait, vous avez mis un petit signal stru qui fait que vos composants signal-based, ils vont tirer parti de ça pour ne pas réévaluer toutes les expressions qui contiennent des signals quand leur valeur a changé. Si on va un peu plus loin, une fois que le signal se sera vraiment adopté au cœur du framework, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va pouvoir transformer nos entrées, les inputs. Ici, j'affiche nom, prénom, et puis un booléen si le compte est suspendu ou pas. Et en fait, je les passe en input. Avant, on faisait ça avec un décorateur. Ici, c'est une factory qui va me renvoyer un signal que je vais pouvoir appeler pour récupérer l'entrée. On peut faire ça avec les sorties. Ici, on a deux boutons, un bouton qui enregistre, un bouton qui reset. Et je vais déclarer les sorties de mon composant, les événements qui remontent à l'utilisateur du simple counter ici. Et puis, je vais pouvoir leur émettre des valeurs. Donc, ils ont proposé qu'on garde un peu la même API que les event emitters qu'il y a d'habitude, ce qui veut dire que, hop, plus de décorateur. Fini. Input, output, au revoir. Si on continue encore, là j'ai un composant qui a une liste d'icônes, puis qui a un champ d'input qui est marqué avec un petit tag là, et je vais pouvoir remplacer aussi mes décorateurs pour accéder à ces éléments du DOM. Donc viewChildren, viewChild. Et comment je l'utilise? C'est un signal, donc j'appelle le signal input et je vais pouvoir aller récupérer l'élément natif qu'Angular m'aura fourni. Pouf, plus besoin de ça. ViewChild, ContentChild, tout ce qu'on utilisait pour aller récupérer des éléments du DOM, des éléments de mon template. Au revoir. Au niveau du cycle de vie des composants, il y a deux méthodes qui sont apparues dans la V16, qui sont en développeur preview encore. After Next Render, ça va vous permettre d'exécuter quelque chose. On passe un callback à ces deux méthodes après le premier rendu. Et After Render, c'est vraiment après chaque rendu. Ces deux méthodes-là, couplées au fait qu'on va avoir des signal bus components, vont simplifier le cycle de vie. Quand vous mettez signal through sur votre componente, il n'y aura plus que ces deux méthodes disponibles dans le cycle de vie. Ce qui veut dire que onChange, doCheck, je ne vous fais pas la liste. Pareil, plus besoin de les implémenter. Pour le futur, ça veut dire quoi? Surtout, aujourd'hui, les trois méthodes que je vous ai présentées sont en développeur preview en V16. Ça veut dire que vous pouvez faire joujou avec. Ça ne veut pas dire que vous devez partir en prod avec. C'est encore ouvert à changement d'implémentation, pas forcément, mais à discussion. Tout le reste n'existe pas encore, les signal bus components, peut-être qu'ils vont arriver en V17, je ne suis pas sûr, je n'ai pas tout suivi. On croise les doigts, mais au pire, ce sera V18. Ça sera toujours en développeur preview. Donc pareil, vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire des retours à la core team Angular si vous trouvez que c'est pas bien et ou que c'est améliorable. Et voilà. Quand est-ce qu'on va vouloir utiliser plutôt un signal ou plutôt RxJS? Moi, j'ai juste envie de vous dire que l'un ne remplace pas l'autre. Vous n'allez pas vous débarrasser d'RxJS si simplement que ça, surtout que c'est extrêmement puissant comme librairie. Et ce n'est pas avec les signals que vous allez faire tout ce que permet RxJS. Moi, mon avis, c'est qu'il faut plutôt le mettre. C'est safe d'utiliser un signal entre le composant et le template. Là où souvent on abusait des subjects et behavior subject en RxJS pour faire de la communication interne entre un composant et son template, là, Signal va simplifier beaucoup les choses. C'est surtout l'état interne. Donc, mauvais mot, mais l'état interne d'un composant, c'est safe. Après, on peut aussi faire un état global à base de Signal, si vous voulez. Pour l'instant, c'est quand même un peu jeune.
Comment on peut faire fonctionner RxJS et Signal ensemble? En fait, on a des méthodes de conversion qui vont prendre ici, tout signal va prendre un observable et le transformer en signal. Et dans l'autre sens, on va pouvoir prendre un signal et le transformer en observable. Tout signal va se charger de l'abonnement et du désabonnement. Quelques inconvénients de ça, plutôt des craintes en fait de ce que ça va amener. Toujours, c'est qu'il va y avoir plusieurs manières de faire la même chose. C'est jamais très bien, donc il va falloir décider à un moment d'avoir des règles claires de est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Petite crainte sur l'écosystème, alors j'ai mis schisme, c'est un gros mot, mais on va sûrement se retrouver avec des librairies qui vont adopter les signals à bloc, d'autres qui vont rester sur RxJS. Et une petite déception, c'est que chaque framework, là, chaque librairie que je vous ai présenté au début, a sa propre implémentation des signals. Pour le futur, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça va être plus simple. J'ai pas d'inquiétude sur le support long terme d'Angular, il y a des schématiques pour migrer. Ça va vraiment simplifier le framework. Ce qu'il faut savoir, j'ai pas parlé du flux de contrôle, c'est les nouveaux if-else qui arrivent aussi bientôt, vont permettre de faciliter. Enfin, pourquoi on a des flux de contrôle? Déjà, c'est pour les signals. Et comme je vous ai dit, Signal ne remplace pas RxJS. Ce que ça va surtout permettre, c'est de faire des applications sans ZoneJS. Si vous commencez des applications Angular aujourd'hui, à condition d'utiliser uniquement des signals, vous allez pouvoir se débarrasser de ZoneJS. Ça ne veut pas dire que c'est abandonné, encore une fois. Toutes les librairies de gestion d'état ont des RFC et sont prêtes à adopter. Typiquement, NGRX a une RFC pour Signal Store. Si vous utilisez les deux autres librairies de gestion d'état, elles sont super intéressées. J'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai beaucoup de sources qui sont dans mes slides que vous pouvez retrouver sur GitHub. Et n'hésitez pas à me faire un petit feedback si vous le désirez. Merci.